tous. Donc, j'essaie de savoir si ça fonctionne bien. Ah voilà, les gens commencent à se connecter, ok. Ah, bonjour à ceux qui arrivent. Donc là, voilà, donc là, il y a 6 personnes. On va attendre que tout le monde se connecte petit à petit, là. Donc bonjour Hicham, bonjour Youssef, Abdeslam, même chose. Salut tout le monde. Donc juste mettez un commentaire pour savoir si vous entendez bien. Mettez si vous entendez bien le son, si ça va. C'est bon, il y a un petit, je vois un petit pouce, donc ok, ça a l'air d'aller. Donc cette personne, on va attendre 5 minutes. Et comme ça, après, que tout le monde arrive. Je pense que tout le monde est réveillé. Donc Abdel, tu me diras quand on commence, hein. Là, il n'y a que 10 personnes pour l'instant, 11. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Sofiane participe. Donc Salah, bonjour. Sofiane, Abdou, Myriam, bonjour. Zé, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, Asna, salut. Hicham, ok, ok. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je dis on va attendre encore 5 minutes le temps que tout le monde se connecte. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je fais un live sur Facebook, donc c'est pas évident de parler à des... Enfin, en général, je travaille sur Zoom, donc il y a plus d'interactivité. Là, ça fait. Donc j'espère que vous avez tous eu le document que j'ai envoyé hier. Donc ça serait bien de l'avoir sous les yeux. Donc j'espère que vous l'avez lu. Ça serait bien de l'avoir sous les yeux. J'ai envoyé à Abdel hier. Donc je crois qu'il l'a partagé sur le groupe. Vous avez quoi, un groupe, je sais plus, WhatsApp, je crois. Donc Abdel, hein, tu dis quand on commence, hein. Donc je crois que vous êtes la plupart au Maroc. Moi, bah là, je suis actuellement, moi j'habite en Tunisie. Donc il est 16 heures chez vous, 15 heures. Donc, je suis en train de lire en même temps les commentaires. J'ai pas le document. Ah, Abdou, il n'a pas le document. Ah, il faut peut-être que tu ailles voir sur le groupe WhatsApp, ou je sais pas quel groupe vous avez, mais je crois que je sais pas les autres, si vous pouvez lui dire où il peut trouver le document. On commence alors. Bah ok, bon, on va commencer alors. J'attends que... Hein, si quelqu'un peut dire Abdou où il peut trouver le document. Ah, Abdel, tu peux m'écrire sur le groupe WhatsApp, c'est ça?
Ça s'écrit au fur et à mesure. Salut Nordine, salut. Donc ça arrive encore. Bon. Bon Abdo, bah, j'espère que tu as chopé le document. D'accord, on va commencer maintenant. Donc bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver que je n'ai pas salué. Donc je tiens à remercier Abdel, coach au Maroc, et puis Ashraf, qui est coach en Tunisie, de m'avoir sollicité pour cette formation. Donc je leur en remercie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est mon fils Ayoub. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Hein. Attends, je suis en live, s'il te plaît, Ayoub. Non, je peux pas, s'il te plaît. Je te réponds après, d'accord? Pardon, désolé. D'accord. Donc je les remercie pour leur confiance. Euh, donc cette petite formation va être sur les métabolismes énergétiques. Ied, je suis en live, s'il te plaît. Une minute, s'il vous plaît. Mais non, je veux rien faire. Voilà, donc c'était mon fils qui voulait venir aussi, exactement. Donc, je remercie Abdel et Ashraf. Donc c'est une formation, donc on va parler un peu des métabolismes énergétiques et justement comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Richard Robert, je suis français, je suis enseignant-chercheur. J'enseigne à l'université et actuellement je travaille dans une école française aussi. Je suis préparateur physique, donc j'ai commencé par travailler à Toulouse en première division en football. Ensuite, je suis parti au Qatar au club de Garafa. Ensuite, je suis revenu au club de CSS en Tunisie, club sportif sfaxien, pendant 3 ans. J'ai travaillé après à Dubaï. J'ai travaillé avec le club africain, enfin avec de nombreux clubs, avec Al Hilal Soudani au Soudan. J'ai travaillé aussi avec l'équipe de France de beach volley féminine en France et puis avec un skieur nautique. Donc voilà, donc le préparateur physique, lui, l'avantage c'est qu'il peut travailler dans différents sports. Donc comment va se dérouler cette formation? Je vais vous présenter un petit peu le document, vous l'expliquer pendant une trentaine de minutes et après vous pourrez poser vos questions. Donc durant ces explications, bah, notez bien les questions pour les poser à la fin du cours. Donc on va commencer. Donc c'était les métabolismes énergétiques. Donc sur la page 2, d'accord. Donc comment fonctionne le corps humain? Le corps humain, pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Cette énergie, d'accord, une seule source est utilisable par le muscle, ça s'appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie qu'on utilise. Donc cette ATP, on la fabrique à partir des aliments qu'on ingère, d'accord, le glucose, les lipides, etc. Donc on mange et à partir de là, on va faire de l'ATP. Cette source d'ATP, d'accord, on n'en a pas beaucoup dans le corps, donc il faut qu'on en refasse en permanence, d'accord. Donc à chaque fois, on va faire de l'ATP pour pouvoir bouger, pour pouvoir vivre. Cette fourniture d'ATP, cette énergie, on va la faire par l'intermédiaire de 3 métabolismes que vous voyez. Donc le premier, c'est le métabolisme anaérobie à lactique, où là, on va utiliser la phosphocréatine. Le deuxième métabolisme, c'est le métabolisme anaérobie lactique, d'accord. Donc là, on va utiliser le glucose. Et puis le troisième métabolisme, c'est le métabolisme aérobie. Et là, comme substrat, on va utiliser le glucose, les lipides et parfois les protéines si l'effort est très long, très long. Donc en page 3, ces 3 métabolismes énergétiques, d'accord, ils travaillent simultanément, c'est-à-dire qu'ils travaillent en même temps. Ils ne commencent pas les uns après les autres. Il n'y a pas le métabolisme anaérobie à lactique, ensuite le lactique et l'aérobie. Non, ils vont travailler en fonction de la demande énergétique. Si j'ai besoin de beaucoup d'énergie très rapidement, eh ben, on va utiliser l'anaérobie à lactique parce que c'est le métabolisme qui me permet de donner le plus d'énergie en très peu de temps. Mais si je pars en marchant,
je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie, et bien là, le métabolisme aérobie, lui, est capable de m'apporter cette énergie, donc je vais utiliser que l'aérobie. Vous voyez, donc en fait, les métabolismes vont démarrer en fonction de la demande en énergie. Ce que j'ai mis par la suite, c'est que dans chaque exercice, donc on utilise les 3 métabolismes, donc dans quasiment tous les exercices, on utilise les 3 métabolismes, mais ils ne participent pas de la même proportion à la fourniture énergétique. Ça veut dire qu'il y a des métabolismes qui vont fournir plus d'énergie que d'autres. Sur la 4e page, un exemple. Vous avez, ça c'est 2 sprints. On a un sprint à gauche de 0 à 1,28 secondes. Et après, on a un deuxième sprint de 1,28 à 2,56 secondes. Donc, en gros, à gauche, pour les sprints de 1 seconde à peu près, on va utiliser essentiellement le métabolisme anaérobie alactique, c'est-à-dire qu'il va utiliser la phosphocréatine. Donc, vous voyez en jaune là, 80%. Donc, 80% de l'énergie est apportée par le métabolisme anaérobie lactique, mais 20% est apporté dès le début par l'anaérobie lactique. Vous voyez que donc ces 2 métabolismes commencent dès le début. Pour un sprint de l'ordre de 2 secondes, 2-3 secondes, eh bien, on voit qu'on a 65% de l'énergie qui est apportée par le métabolisme anaérobie lactique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la phosphocréatine, c'est le substrat. 32% apporté par l'anaérobie lactique, donc là c'est plutôt le glucose, et 3%, vous voyez en rouge, c'est de l'énergie est apportée par le métabolisme aérobie. Donc vous voyez que même pour un sprint de 2 secondes, le métabolisme aérobie déjà apporte de l'énergie, mais dans une toute petite part, pour une toute petite proportion. On va passer à la diapositive 5. Donc, c'est l'intensité d'exercice, est-ce que je commence en marchant ou si je fais un sprint, qui va demander plus ou moins d'ATP. Et donc, si j'ai besoin de beaucoup d'ATP, et ben donc, je vais utiliser les métabolismes qui me permettent de donner beaucoup d'ATP. Si je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'ATP, ben je vais utiliser les métabolismes qui permettent de ne pas donner beaucoup d'ATP. D'accord? Alors, vous voyez que ces trois métabolismes ont des caractéristiques différentes. Alors, sur les métabolismes, en général, on parle de puissance et de capacité. La puissance d'un métabolisme, il y a un petit schéma que vous retrouverez en page 8, j'aurais dû le mettre après, pardon. Mais sur la puissance, en fait, c'est le nombre d'ATP que le métabolisme, donc la quantité d'énergie, que le métabolisme est capable d'apporter en un temps donné. Par exemple, en 1 seconde. Combien d'énergie ce métabolisme est capable de faire en 1 seconde? Combien d'ATP il est capable d'apporter? Ça, c'est la puissance. Donc, vous voyez que sur la puissance, sur l'anaérobie lactique, eh ben, il est capable de fournir beaucoup d'énergie, mais il est capable de fournir beaucoup d'énergie sur très peu de temps. D'accord? Donc ça, c'est le métabolisme anaérobie lactique, c'est le plus puissant. Ensuite, on a le métabolisme lactique, donc lui qui est capable de fournir quand même beaucoup d'ATP, d'accord, mais beaucoup moins que l'anaérobie lactique. Et ensuite, on a le métabolisme aérobie, qui lui n'est pas capable de fournir beaucoup d'ATP sur un temps donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Donc, l'anaérobie lactique, c'est pour des exercices en général entre 0 et 5 secondes, des sprints. L'anaérobie lactique, c'est pour des exercices qui sont de l'ordre de 0 à 1, 2, 3 minutes. Et l'aérobie, c'est pour des exercices beaucoup plus longs. La capacité d'un métabolisme, c'est quoi? La capacité, c'est la quantité totale d'énergie, d'ATP, que le métabolisme est capable de donner. Alors, l'anaérobie lactique, d'accord, eh ben, il a de toutes petites réserves, parce qu'il va utiliser la phosphocréatine pour refaire de l'ATP. Il a de toutes petites réserves de phosphocréatine, donc il n'est pas capable d'apporter beaucoup d'ATP sur longtemps. Il peut apporter beaucoup d'ATP très vite, mais il peut le faire pendant entre 0 jusqu'à 5 secondes. Après, il ne peut plus apporter d'ATP. Le métabolisme anaérobie lactique, lui, eh ben, il a une capacité quand même importante. J'aurais dû mettre plus que ça, parce qu'il va utiliser le glucose, donc il a quand même une capacité importante. Mais celui qui a la capacité la plus grande, c'est l'aérobie, parce qu'il va utiliser le glucose et les lipides. Et avec l'aérobie, eh ben, vous voyez, il y a des épreuves qui peuvent durer plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours.
ben, un jour, quoi. Donc, en tous les cas, voilà. L'aérobie, voilà, très grande capacité. On passe à la diapositive numéro 6. Alors, c'est deux exemples. Par exemple, si je pars sur un sprint de 2 secondes, donc je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie en très peu de temps. D'accord? Donc là, je vais utiliser les métabolismes qui me le permettent, c'est-à-dire le métabolisme anaérobie alactique et le métabolisme anaérobie lactique. D'accord? Donc, ils sont capables de me donner, eux, beaucoup d'énergie en très peu de temps. Par contre, si je fais une marche sur 10 km, et bien là, l'intensité, elle est faible. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire cette marche. D'accord? Enfin, j'ai besoin de beaucoup d'énergie sur 10 km, mais pour marcher à l'intensité, j'en ai pas besoin beaucoup. Donc, le métabolisme aérobie sera suffisant parce qu'il sera capable de m'apporter assez d'énergie pour marcher. Donc, c'est vraiment l'intensité d'exercice qui va dire si on utilise tel ou tel métabolisme. Sur la feuille 7, donc là, vous voyez un petit peu la part d'apport d'énergie des différents métabolismes énergétiques. Donc, la part apportée par l'aérobie, elle est en bleu. Donc, le chiffre, c'est en pourcentage. En blanc, c'est l'anaérobie lactique. Et en rouge, c'est la lactique. Donc, vous voyez qu'à droite, sur un sprint de 6 secondes, eh ben, il y a 51% qui est apporté par l'anaérobie alactique, 42% par le lactique. Et sur un sprint de 6 secondes, on a déjà 7% qui est apporté par l'aérobie. Alors, ces chiffres, c'est des valeurs moyennes. Hein. Ça peut être 51, ça peut être 52, ça varie suivant les individus, mais l'ordre d'idée, il est là. Pour 10 secondes, un sprint de 10 secondes, eh ben, on voit que déjà, on a 14% par l'aérobie, 51% par le lactique et plus que 35% par la lactique. Et on verra pourquoi. Et plus l'effort va durer dans le temps, plus l'intensité forcément sera plus faible. Un sprint de 6 secondes, eh ben l'intensité est plus grande que si on fait un 10 km par exemple. Et ben plus ça va, et ben plus on va utiliser l'aérobie, d'accord? Plus on va utiliser aussi l'anaérobie lactique et moins on va utiliser l'anaérobie lactique. Exemple, si on prend un 800 mètres, d'accord, en 1 minute 50, et ben on a déjà 50% de l'énergie qui est apportée par l'aérobie, 45% par le lactique, d'accord, parce que c'est quand même des courses assez rapides, donc il faut apporter de l'énergie quand même importante, et seulement 6% par la lactique. On voit que sur un marathon, si on part sur si on prend un 10 km ou plus un marathon, un 42 km, et ben sur un 42 km, on verra qu'on utilise quasiment que de l'aérobie. Mais ce n'est pas pour ça. Alors, en pourcentage, c'est que l'aérobie, mais l'anaérobie va jouer un rôle aussi. Lorsqu'on fait un départ de marathon ou lorsqu'on est sur la ligne d'arrivée, parfois ça se joue au sprint. Et lorsqu'on va utiliser un sprint, eh ben, on va utiliser l'énergie apportée par la lactique et le lactique. Donc, vous voyez que c'est métabolisme. Mais sur la quantité totale d'énergie lors d'un marathon, ça représente vraiment 3 fois rien. Voilà pourquoi ce n'est pas représenté sur les graphiques. Alors voilà schématiquement la représentation de la capacité et de la puissance. Donc vous voyez que c'est comme des réservoirs, on imagine des réservoirs d'eau. Donc pour l'aérobie en vert, on imagine un grand réservoir d'eau, donc qui est capable d'apporter beaucoup d'eau, d'accord? Mais vous voyez le débit, c'est-à-dire le petit tuyau sur lequel il est, et ben ce débit, il est très faible. Donc voilà, donc on peut apporter beaucoup d'eau, mais sur un débit très faible. C'est ça la capacité, c'est ça la puissance. Quand on voit l'anaérobie lactique en bleu, et ben sa capacité, elle est petite, d'accord? Par contre, sa puissance, elle est énorme. Il peut apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau en très peu de temps. Et la capacité du métabolisme lactique, et ben sa capacité est assez grande et sa puissance aussi, elle est moyenne. Vous voyez, donc ça, c'est les caractéristiques des trois métabolismes. Donc là, alors ça, c'est la mesure de la VO2 et de la fréquence cardiaque lors d'un répétition, lors d'un intermittent. Par exemple, un intermittent, ça c'est un intermittent 15-15. Donc, on accélère, donc la fréquence cardiaque augmente. 15 secondes, on récup, la fréquence cardiaque diminue. 15 secondes, on réaccélère, ainsi de suite. Donc, on a la VO2
et la fréquence cardiaque qui monte petit à petit. Pourquoi je vous montre ça? Parce que comment ça se passe pour la VO2? Donc la première répétition, on est au repos. Donc à la répétition 0, avant l'exercice, on est au repos. On a une VO2 de repos ou une FC de repos. Et puis donc on va faire la première accélération. Donc là, la VO2 va augmenter. Et puis on va avoir 15 secondes de récup. Donc la VO2 va diminuer un petit peu. Et après, de nouveau, la deuxième répétition, eh ben, on va réaccélérer. Donc la VO2 va augmenter et ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, c'est que entre le premier effort, d'accord, et le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième effort, c'est toujours la même chose. On va faire par exemple 70 mètres. D'accord? Donc c'est un exemple. Donc certains feront 70, d'autres 80. Mais voilà, par exemple, on dit on fait 70 mètres. Donc la première répétition, on va faire 70 mètres. Et la dernière répétition, par exemple, au bout de 10 minutes, on va également faire 70 mètres. Donc on pourrait se dire que le premier et le dernier sprint, eh ben, on fait le même type d'effort, donc on utilise les mêmes métabolismes énergétiques, enfin la même proportion. Eh bien non. Parce que lors de la première accélération, notre niveau de VO2, il est faible. Donc, quand je vais accélérer, je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc, je vais faire appel au métabolisme anaérobie à lactique et anaérobie lactique parce que le métabolisme aérobie n'est pas capable de m'apporter l'énergie pour faire cette première accélération. Vous voyez qu'au fur et à mesure des répétitions, la VO2 augmente. Et donc, à la cinquième répétition, eh ben, cette part d'anaérobie lactique et alactique est beaucoup plus faible parce qu'on a l'aérobie qui est capable d'apporter plus d'énergie. Et à la dernière accélération, eh ben, l'aérobie, elle, qui sera quasiment au niveau de VO2 max, ma consommation maximale d'oxygène, eh ben, l'aérobie va m'apporter toute l'énergie nécessaire quasiment à faire cette accélération. Alors, on a toujours une petite part de lactique et d'alactique parce qu'il y a toujours l'accélération du départ. Mais voilà, une grande majorité de l'énergie sera apportée par l'aérobie. Tout ça pour dire qu'attention, ce n'est pas parce qu'on fait le même type d'effort que l'apport d'énergie n'est pas la même suivant les métabolismes énergétiques. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà, si je fais une marche, eh ben, je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie et donc je vais utiliser quasiment que l'aérobie. Si je fais une course à vitesse lente, un petit footing, eh ben, même chose, l'énergie aérobie est capable de m'apporter toute l'énergie nécessaire. Si je fais une course à vitesse au seuil, alors c'est quoi la vitesse au seuil? C'est à partir d'une certaine vitesse, donc d'accord, avant, eh ben, l'aérobie m'apportait toute l'énergie nécessaire lorsque je fais un footing par exemple, l'aérobie. Par contre, à une certaine vitesse, donc ça que l'on détermine, on fait des tests pour déterminer le seuil anaérobie lactique de chaque personne. Et ben, à partir de ces vitesses, eh ben, on va utiliser l'aérobie, mais on va utiliser aussi le métabolisme anaérobie lactique. C'est-à-dire qu'à partir de cette vitesse, on utilise les deux métabolismes. Donc c'est ce que j'ai mis. Pour les vitesses, donc ça c'est le quatrième, pour les vitesses seuil inférieures aux vitesses à laquelle on va courir jusqu'à la VMA, donc à partir de cette vitesse critique, cette vitesse de seuil jusqu'à la VMA, donc la VMA c'est la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle qui correspond, on va dire à peu près à VO2 max, d'accord? Et ben entre ces deux vitesses, et ben on utilise le métabolisme aérobie et le métabolisme anaérobie lactique. Donc plus la vitesse sera importante, et plus le métabolisme anaérobie lactique va être important. C'est ce que vous voyez la différence entre la vitesse qui est comprise entre la vitesse au seuil, la VMA, et la course à VMA. Vous voyez que la VO2, elle est plus importante et la part du métabolisme anaérobie lactique aussi. Pour les vitesses supérieures à VMA, d'accord, eh ben, on utilise la même proportion d'aérobie parce qu'on est à VO2 max, d'accord, on donne le maximum pour l'aérobie. Par contre, c'est l'anaérobie qui va, si je cours plus vite, eh ben, amener l'énergie nécessaire pour courir plus vite. Et pour finir, lorsque je fais un sprint, eh ben, sprint court, eh ben, je vais utiliser une grande part de l'anaérobie lactique, une part de l'anaérobie lactique et une part d'aérobie. Donc on va voir jusqu'à quand on peut utiliser le métabolisme anaérobie lactique et lactique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je marche, j'utilise l'aérobie. Si j'accélère,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais utiliser le métabolisme anaérobie à lactique et lactique, d'accord, pour changer de rythme. D'accord? Ensuite, si je reviens à la marche, eh bien, je vais utiliser le métabolisme aérobie. Vous voyez qu'à chaque fois que vous allez changer d'allure, à chaque fois que vous allez accélérer, eh bien, vous allez solliciter ce métabolisme anaérobie lactique et alactique. Voilà, donc on va utiliser, dès que je change d'allure, eh ben, j'ai besoin de plus d'énergie, donc je vais faire appel à ces métabolismes. J'espère que j'ai été bien clair. Donc pour revenir sur maintenant le métabolisme anaérobie lactique, donc page 14, donc ce métabolisme ne nécessite pas d'oxygène, d'accord, et il ne produit pas d'acide lactique. On va reformer de l'ATP à partir de la phosphocréatine. Et la phosphocréatine, c'est des stocks qu'on a dans notre corps. Donc on a cette phosphocréatine. À partir de cette phosphocréatine, on peut faire de l'ATP. D'accord? Lorsqu'on a utilisé toute la phosphocréatine, donc on ne peut plus faire d'ATP. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Voilà, la capacité du métabolisme est épuisée. Donc il va falloir refaire ces stocks pour de nouveau pouvoir réaccélérer un peu plus tard. Pour refaire ces stocks, eh ben, on a besoin d'énergie. D'accord? Et ben, cette énergie va nous être apportée par le métabolisme aérobie. Donc, quand je fais un sprint, j'utilise le métabolisme anaérobie à lactique. D'accord? La phosphocréatine se transforme, est transformée en ATP. Je vais faire de l'énergie avec l'ATP. D'accord? Et lorsque je suis en récupération, eh ben, je vais refaire cette phosphocréatine. D'accord? Par l'intermédiaire de l'énergie apportée par le métabolisme aérobie. Donc le métabolisme aérobie est très important pour la capacité à répéter les sprints parce que c'est lui qui va être capable de refaire les stocks de phosphocréatine. Sur la page 15, donc là vous avez un petit schéma. Voilà. Donc sur ce schéma, attendez, je ferme la porte. Vous voyez un sprint qui est fait sur 100 mètres. Donc là vous voyez la courbe de vitesse en jaune. D'accord? Vous voyez l'augmentation de la vitesse qui atteint une vitesse max aux alentours de 40, 47, 48 mètres, un peu moins de 50 mètres. Voilà. Et vous voyez donc la vitesse qui augmente jusqu'à cette distance et ensuite la vitesse qui diminue. Qu'est-ce qu'on observe pour la courbe en lactate en vert? Eh bien, vous voyez que la courbe en lactate, eh ben, elle ne fait qu'augmenter dès le début d'exercice. Ça veut dire que le métabolisme anaérobie lactique, parce que c'est lui qui forme le lactate, eh ben, il est sollicité dès le début, vous voyez, sur tout le long de la course. Donc lui, dès le début, il fonctionne. Qu'est-ce qu'on voit pour la phosphocréatine? Le métabolisme anaérobie alactique, qui utilise la phosphocréatine pour faire de l'ATP. Eh bien, vous voyez que la phosphocréatine en rouge, elle diminue, d'accord, jusqu'à à peu près 40 mètres, et à peu près de 40 mètres jusqu'à 100 mètres, elle diminue, mais beaucoup moins. Et vous voyez qu'on a un peu, et vous voyez qu'à partir du moment où cette phosphocréatine diminue moins, eh bien, la vitesse n'augmente plus. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été capable d'augmenter notre vitesse jusqu'à notre vitesse max en utilisant la phosphocréatine. Pourquoi? En utilisant le métabolisme anaérobie à lactique, parce que c'est lui qui est capable de donner beaucoup d'énergie en très peu de temps, donc j'ai été capable d'accélérer. Mais à partir du moment où ce métabolisme n'est plus capable de donner beaucoup d'énergie, eh ben, la vitesse, elle stagne et même vous voyez qu'elle chute un petit peu par la suite. Alors pourquoi elle chute? Parce que le métabolisme alactique n'apporte plus d'énergie suffisante. L'énergie est apportée uniquement par les métabolismes lactique aérobie, qui, ces deux métabolismes, ne sont pas capables d'apporter autant d'énergie que le métabolisme alactique. Voilà pourquoi je n'ai plus assez d'énergie, donc je ne peux pas maintenir ma vitesse, mais je suis obligé de chuter parce que je n'ai pas un apport d'énergie assez suffisant pour maintenir cette vitesse. Donc la courbe que vous voyez de vitesse là, donc ici, elle augmente jusqu'à peu près 50 km/h. Il faut savoir que cette courbe, elle varie suivant les sports. Si vous prenez Usain Bolt, lui, il va augmenter sa vitesse jusqu'à peu près 70 mètres pour ensuite la maintenir. Vous voyez, cette chute de vitesse, elle est beaucoup moindre. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, pour les efforts à peu près jusqu'à 5 secondes, à peu près, et ben là, on a le métabolisme anaérobie alactique qui
marche très bien. Après 5 secondes, il est épuisé. Donc, sa capacité, vous voyez que c'est de l'ordre de 5 secondes. On passe à la diapositive suivante. Donc ça, c'est la courbe de resynthèse de la phosphocréatine. Comment, avec l'énergie apportée par l'aérobie, je vais refaire mes stocks de phosphocréatine pour pouvoir refaire un sprint. Et donc là, vous voyez que cette courbe, en 50 secondes, on refait à peu près 70% de mes réserves. En 2 minutes, je suis capable de refaire 80% de mes réserves, 85%. Alors attention, ça veut dire que lorsqu'on fait des sprints à l'entraînement, et pour refaire, je complète, pour refaire mes stocks entièrement de phosphocréatine, il faudrait compter 5-6 minutes, voire plus parfois, à peu près 6 minutes. Donc lorsqu'on fait un exercice de sprint à l'entraînement, on ne laisse jamais 6 minutes de récupération entre les sprints. On va laisser 1 minute 30 ou quelques secondes, etc. 30 secondes, 1 minute 30. Donc ça veut dire que je n'ai jamais, lorsque je vais refaire un sprint, je n'ai pas fait une régénération complète de mes stocks de phosphocréatine. D'accord? Ça veut dire qu'on ne fait jamais, on ne court jamais quasiment en récupération complète. Récupération complète, il faudrait laisser 6 minutes, ce qui ne fait pas. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas une récupération complète que je ne suis pas capable de refaire un sprint. Vous voyez, là, au bout de 50 secondes, j'ai fait 70% de mes réserves, mais ce n'est pas pour ça que, donc avec ces réserves-là, je suis capable de refaire un sprint. D'accord? Donc, je ne suis pas obligé d'avoir la totalité de mes réserves pour être capable de refaire un sprint. Donc, que ce soit en force ou que ce soit en répétition de sprint, dès que j'ai besoin de faire un effort intense, c'est ma disponibilité en phosphocréatine qui va être capable de me dire si je suis capable de le faire ou pas. Pour récupérer, je fais de la force. Pour récupérer, même chose, je dois récupérer ma phosphocréatine. Je fais un sprint, d'accord? D'accord? L'apparition de la fatigue en sprint, elle est liée à cette phosphocréatine. D'accord? Donc, plus je serai capable de resynthétiser ma phosphocréatine grâce au métabolisme aérobie, et plus je serai capable de refaire des sprints de façon intense. Page 18. Donc ça, c'est un graphique très intéressant. Donc, c'était une expérience. Donc, ils ont fait 40 fois 15 mètres avec 30 secondes de récup. Ensuite, ils ont fait 20 fois 30 mètres avec 30 secondes de récup. Et après, ils ont fait 15 fois 40 mètres avec 30 secondes de récup. Donc, vous voyez qu'ils ont laissé la récupération de 30 secondes identique. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur des 40 mètres? On observe que la performance, elle chute. C'est-à-dire que premier 40 mètres, je fais mes 30 secondes de récup, je fais mon deuxième 40 mètres, je suis plus lent. Je fais 30 secondes de récup, mon troisième 40 mètres, ainsi de suite, je suis plus lent. Et vous voyez que la performance chute. Sur les 30 mètres, on voit que la performance, quand même, chute aussi un petit peu, moins que lors des 40 mètres, mais ça chute quand même. Ça veut dire que lors de mes 30 secondes, lors de mes 30 mètres, les 30 secondes que j'ai données ne sont pas suffisantes pour être capable de refaire un 30 mètres dans les mêmes conditions. Oui. Par contre, regardez les 15 mètres. Les 15 mètres, vous voyez que les 15 mètres, vous voyez que la performance, d'accord, elle est identique sur tous les 40 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes 30 secondes, lorsque je fais les 15 mètres, ils sont suffisants pour que mon deuxième 15 mètres, troisième 15 mètres, quatrième 15 mètres et ainsi de suite, soit fait à la même vitesse que mon premier 15 mètres. Donc, la définition, je reviens sur la définition de la récupération. C'est quoi la récupération? Parce que souvent, on se casse la tête par rapport à la récupération. Si j'ai une répétition et une deuxième répétition derrière, par exemple un sprint de 15 mètres, un deuxième sprint de 15 mètres, ou un sprint de 40 mètres, un deuxième sprint de 40 mètres, quelle est la bonne récupération? Donc, on a des formules qui peuvent nous aider, mais la bonne récupération, elle est individuelle. La bonne récupération, c'est le temps nécessaire à l'individu pour récupérer, de façon à faire une deuxième répétition dans les mêmes conditions que la première répétition. Exemple, sur nos 40 mètres, on a fait notre première 40 mètres, on a laissé 30 secondes et on a refait 40 mètres. On a vu que la performance chutait.
Donc là, on peut se dire que nos 30 secondes ne sont pas suffisants. Donc il aurait fallu sûrement laisser 1 minute. On va refaire un 40 mètres. On va laisser 1 minute. On refait un 40 mètres à la même vitesse. Là, ça veut dire qu'on a trouvé la bonne récupération. Donc dans ces cas-là, à partir de là, on va essayer de petit à petit diminuer la récupération. Mais voilà. Donc si on revient à nos exemples de 15 mètres, 30 secondes, ça suffit pour être capable de refaire un 15 mètres dans les mêmes conditions. Alors attention, ça c'est pour cette population-là. D'accord? C'est peut-être des adultes entraînés, etc. Après, c'est différent suivant les populations. C'est pour ça qu'il faut faire les tests. Vous faites un premier 20 mètres, vous prenez le temps, vous laissez vos temps de récupération, vous faites un deuxième 20 mètres et vous voyez s'ils ont à peu près le même temps. Alors peut-être que le deuxième 20 mètres, ça ira, et puis à partir du quatrième, peut-être qu'ils vont chuter. On verra ça par la suite. Donc, voilà, ça c'est le principe. 19e. Donc la capacité à répéter les sprints et à récupérer cette phosphocréatine, elle est liée à cette resynthèse de phosphocréatine, d'accord, qui est liée au métabolisme aérobie, je le répète. Donc l'exercice de sprint lors des séances, c'est ce que j'ai dit, on est en récupération incomplète en général, car une récupération complète demande 6 à 7 minutes et ce qu'on ne fait jamais. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est en récupération incomplète qu'on ne peut pas refaire un sprint. Sur le 20, donc on utilise la phosphocréatine et on utilise ce métabolisme anaérobie lactique si l'intensité d'exercice le nécessite, est nécessaire. D'accord? Mais on voit bien que cette utilisation de la phosphocréatine, elle est vraiment restreinte à peu près à 5-6 secondes. D'accord? Et après, il va falloir la régénérer. Donc, durant les accélérations, on va dépléter la phosphocréatine. Et lorsqu'on est à des intensités plus faibles, lorsqu'on fait un jogging ou lorsqu'on va marcher dans un match, etc., et bien là, on va répléter la phosphocréatine. Refaire les stocks de phosphocréatine. Le 21, donc, pour l'entraînement, qu'est-ce que tout ça nous dit? Lorsqu'on veut faire un travail de sprint en utilisant uniquement, pas uniquement parce qu'on voit que tous les métabolismes fonctionnent en même temps, mais en utilisant en grande majorité le métabolisme anaérobie lactique, il faut faire des exercices inférieurs à 5 secondes. Des exercices à intensité maximale, mais inférieurs à 5 secondes. Le temps de récupération, donc comme on a vu, on peut le mesurer, on peut le calculer, le mesurer, c'est-à-dire que si la première répétition ça va et si la deuxième répétition ça va, j'ai laissé assez de temps. Par contre, il y a des petites formules qu'on peut servir en général lorsqu'on fait un exercice on va dire 2-3 secondes, on va laisser entre 10 et 20 fois le temps de récupération. C'est-à-dire que si j'ai fait un exercice de 3 secondes, 10 fois 3 secondes, ça fait 30 secondes. 20 fois 30 secondes, ça fait 60 secondes, 1 minute. Donc pour cet exercice, je peux laisser entre 30 secondes et 1 minute. Donc au départ, je vais laisser 1 minute. Et puis si ça va, petit à petit, je vais diminuer le temps de récupération. Voilà, donc ce sera un des objectifs de l'entraînement. Essayer d'être capable d'enchaîner ces sprints avec le moins de temps de récupération possible. Et donc pour se poser la question des nombres de séries et des nombres de répétitions, d'accord, par exemple si je fais des sprints de 20 mètres, combien je suis capable d'en faire? Je vais faire le premier, je vais voir combien de temps il fait, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et puis si je vois que à partir du huitième, la performance diminue, j'arrête ma série. Donc je ferai des séries de 8. C'est ce que j'ai mis par exemple en exemple. Donc si je fais des 20 mètres, je ferai des séries de 8 répétitions. Donc je vais faire 2 séries de 8 fois 20 mètres avec 3 secondes donc sur 20 mètres, c'est à peu près 3 secondes de travail. La récupération, si je laisse 20 fois le temps d'effort, ça fera 20 fois 3, ça fera 1 minute. Donc entre mes répétitions, je laisserai 1 minute et entre mes séries, je ferai 3 minutes de récupération. Donc, le nombre de répétitions ou le nombre de séries, ça va être lié à la chute de l'intensité. Quand je vois que mes sportifs ne font plus des sprints mais qui se traînent sur le terrain, j'arrête ma série. Donc voilà comment on peut quantifier le travail. J'espère que ça va. On va passer maintenant, c'est bientôt fini, au métabolisme anaérobie lactique. D'accord? Donc sur la 23, donc ce métabolisme ne nécessite pas d'oxygène, mais il produit de lactate.
Alors, on utilise le glucose comme substrat énergétique, d'accord? À travers la glycolyse, donc ça c'est un ensemble de réactions chimiques qui va être capable, qui va refaire de l'ATP, qui va être capable de produire de l'ATP. À travers la glycolyse, on va former de l'ATP et on va former de l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique va soit rentrer dans le cycle de Krebs, va passer par l'acétyl-CoA et rentrer dans le cycle de Krebs pour faire de l'ATP, soit il va se transformer en lactate et on verra pourquoi. Donc pourquoi il va se former en lactate? Parce qu'en fait, lors des réactions chimiques, donc là vous voyez la 24, c'est ce qu'on appelle la glycolyse, donc peu importe, d'accord? Donc c'est un ensemble de réactions chimiques dans lesquelles on va faire de l'ATP. Et puis on va aussi, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des transporteurs d'électrons, c'est-à-dire les NAD, d'accord? Ces transporteurs d'électrons, ils vont transporter des électrons dans la chaîne respiratoire, c'est-à-dire pour le métabolisme aérobie. En tous les cas, on a besoin de ce composé, le NAD, pour que la réaction se fasse bien. D'accord? Donc la glycolyse se déroule, on produit des ATP et on utilise des NAD. D'accord? Mais à partir du moment où on n'a plus de NAD, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et bien forcément, la glycolyse va s'arrêter. Et donc si la glycolyse s'arrête, on ne peut plus produire beaucoup d'ATP, d'accord, puisque c'est un des métabolismes qui produit beaucoup d'ATP rapidement. Donc, pour éviter que la glycolyse s'arrête, on va devoir refaire des NAD pour que la glycolyse continue. Comment on va refaire ces NAD? L'acide pyruvique va être transformé en acide lactique, d'accord? Et durant cette réaction, vous voyez que on refait des NAD, et donc si on refait des NAD, la glycolyse permet de continuer, donc on est capable de former beaucoup d'ATP. Donc, former beaucoup de lactate, c'est très bien, parce que plus on est capable de former de lactate, et plus ça veut dire que la glycolyse continue, ça veut dire que plus on est capable de fournir de l'énergie en très peu de temps, c'est-à-dire que plus on est capable d'être performant. Donc voilà pourquoi on forme du lactate, c'est pour que l'intensité de l'exercice puisse se continuer. Alors le lactate, est-ce que c'est un déchet? Non, le lactate n'est pas un déchet. On verra pourquoi. Alors, est-ce que le lactate donne des crampes? Non, le lactate ne donne pas les crampes. D'accord? Il y a plusieurs facteurs qui donnent des crampes, dont le sous-entraînement. Quand vous revenez en entraînement au début de saison, parfois vous avez des crampes parce que justement, vous n'êtes pas assez entraîné. Mais si le lactate donnait des crampes, à la fin d'un 1500 mètres ou d'un 800 mètres, c'est là où c'est très lactique, on verrait les sportifs auraient des crampes. Mais non, en fait, ils n'en ont pas. Donc, le lactate ne donne pas des crampes. Est-ce que le lactate donne des courbatures? Non. Les courbatures, ce sont des micro-traumatismes au niveau des fibres musculaires. Lorsque vous allez reprendre l'entraînement ou lorsque vous allez faire un entraînement de force plus intense que d'habitude, vous allez travailler plus lourd ou plus longtemps, il va y avoir des micro-traumatismes, des micro-lésions au niveau de ces fibres musculaires, de façon à ce qu'elles se reconstruisent plus fortes, voilà. Et donc, pour après ne plus avoir de courbatures. Donc voilà, c'est ça les courbatures, et ce n'est pas le lactate. Est-ce que la formation du lactate est liée à un manque d'oxygène? Eh bien non, on a vu que dans le métabolisme anaérobie lactique, il n'y avait pas d'oxygène, pas besoin d'utiliser d'oxygène. Donc, ce n'est pas un manque d'oxygène. Et est-ce que le lactate est un déchet pour le corps? Eh bien non. Et on va voir ça tout de suite à la page 26. Non, parce que le lactate peut être un substrat énergétique. Le lactate, vous voyez qu'il est à la base issu du glucose. Il passe dans la glycolyse, l'acétyl-CoA et ainsi de suite. Donc, le glucose, ça peut être un substrat énergétique. C'est-à-dire que je vais l'utiliser par le muscle, par le cœur, par les reins. Donc, vous voyez sur la gauche, ce qu'on appelle les oxydations, je vais l'utiliser en substrat énergétique. Si je n'utilise pas en substrat énergétique, à l'aide de ce lactate, je vais être capable de refaire des stocks de glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénèse, d'accord? C'est refaire des stocks de glucose qu'on appelle le glycogène, qui est stocké dans le foie, les reins et les muscles. Et une petite part de ce lactate est éliminée par l'urine ou les sueurs. Donc vous voyez que le lactate, ce n'est pas un déchet. Soit on l'utilise comme substrat énergétique, soit on s'en sert pour refaire des stocks de glucose. Donc cette récupération
Alors, si on fait un match de foot, par exemple, d'1 h 30, eh ben, il faut savoir que 1 h 30 après la fin du match, on n'a plus de lactate dans le sang parce qu'il a été utilisé ou refait en stock de glucose. Donc, voilà, 1 h 30 après la fin du match, on n'a plus de lactate. Si on fait une récupération active après le match ou après l'entraînement, eh ben, qu'est-ce qui va se passer durant cette récupération active? Je vais avoir besoin d'énergie, d'accord, pour courir. Et ben cette énergie, je vais le puiser dans le lactate dans le sang, d'accord. Donc je vais m'en servir comme substrat énergétique. Ça veut dire qu'à peu près 20 minutes après un petit footing, à peu près 20 minutes après, eh ben je n'ai plus de lactate dans dans le sang. Alors moi, pourquoi je n'utilise pas les récupérations actives? Parce qu'en fait, après un match, donc justement, ce qui est important après le match, c'est de refaire les stocks de glucose, d'accord? Surtout si on joue tous les 3 jours. Et ben pour refaire ces stocks, si je laisse le lactate, et ben je vais en refaire je vais le refaire les stocks. Mais ce qui est important surtout après la performance, 1 h 30, c'est de manger un repas équilibré, parce que c'est l'apport alimentaire qui va me permettre de refaire mes stocks de glucose, d'accord? Donc plus cet apport énergétique, cet apport alimentaire est après proche de la fin de la compétition, plus mon corps sera capable de restocker de façon importante ce glucose. Donc c'est mieux de manger rapidement après la fin du match pour refaire ces stocks de glucose. Donc voilà les quantités de lactate que l'on a dans le corps après un 100 mètres. Donc un 100 mètres, c'est à peu près 10 secondes. Donc là, on est à la page 28. Donc après un 100 mètres, 10 secondes, donc on a à peu près entre 13 et 16 millimoles de lactate dans le sang. Après un 200 mètres qui dure à peu près 20 secondes, et ben on est entre 18 et 20. Et entre un 400 mètres, c'est à peu près 45 secondes, un 800 mètres, 1,45 et un 1500 mètres, 3 minutes 30. Et ben on a à peu près 22 à 26 millimoles de lactate. Donc vous voyez que l'intensité, il faut qu'elle soit importante. Et donc si l'intensité est importante et sur des durées assez importantes, vous voyez que 45 secondes, de 20 secondes à 3 minutes, et ben c'est des durées assez importantes, et ben on va avoir des quantités de lactate importantes. Après, sur un 5000, et ben l'intensité diminue grandement. Donc vous voyez que là, on fait moins appel au métabolisme anaérobie lactique. Voilà pourquoi, pour le métabolisme anaérobie lactique, et ben on va travailler entre 0, 5, 6 secondes jusqu'à 3 minutes à peu près. En page 29, donc là, vous voyez l'intensité du métabolisme lactique. Effectivement, donc l'intensité maximale de la capacité du métabolisme anaérobie lactique, eh ben, elle est de l'ordre de 5 à 10 secondes à peu près. Vous voyez que là, la puissance du métabolisme est très importante. Et vous voyez que plus le temps d'exercice est long et plus la puissance diminue. Effectivement, pour un exercice de 1 minute, eh ben, je ne pourrais pas mettre la même puissance que pour un exercice de 10 secondes. Vous voyez bien, on peut faire un sprint sur 10 secondes, on ne peut pas faire un sprint sur 1 minute. D'accord? Donc voilà. Donc dans votre exercice lactique, plus il sera long, plus il sera de 1, 2, 3 minutes, plus l'intensité sera faible. Par contre, plus il sera court, plus l'intensité sera importante. Donc les exercices que vous allez proposer si vous faites du lactique, si ça vous intéresse, eh ben, il va dépendre aussi de votre activité. D'accord? Si je fais, par exemple, du judo, où là, effectivement, je suis très en lactique sur 2, 3, 4 minutes, etc., et bien, effectivement, il va falloir que je m'entraîne sur ces intensités-là. Si je fais une activité où mon lactate, par exemple, si je fais du tennis, où effectivement, les cours, les échanges sont assez courts, mais fréquents, et bien, effectivement, ça ne sert peut-être à rien que je travaille sur 3 minutes, peut-être que j'ai travaillé de l'ordre de 30 secondes et que ça va suffire. Après, ça va être des choix que vous allez faire. Diapo 30, alors ça c'était pour vous expliquer un petit peu 30 et 31. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le seuil anaérobie lactique qu'on a vu au départ. Donc, vous voyez, alors c'est pas facile, mais sur le deuxième trait noir, eh ben, on voit qu'à partir d'une certaine vitesse, eh ben, on a une concentration, le lactate qui augmente. Alors le lactate qui est sur le schéma du bas, en haut sur le schéma du bas, vous voyez que le lactate à partir du deuxième trait, il augmente de façon très importante. Voilà. Donc là, c'est une production importante de lactate. Donc à partir de là, on utilise beaucoup
Donc c'est là ça la vitesse au seuil. On va utiliser beaucoup de lactate pour courir. Ce lactate qui va être, on va falloir le tamponner, c'est-à-dire qu'on n'aime pas tellement que ce soit acide. Donc on va utiliser des ions HCO3-, peu importe, pour tamponner le lactate. Et ça va former, quand on va tamponner ce lactate, ça va former du CO2. Donc du CO2 qui est formé par les cellules et du CO2 qui est formé par ce qu'on va tamponner ce lactate. Donc notre CO2, on va devoir l'éliminer. Et pour éliminer ce CO2, eh ben, on va ventiler d'autant plus. Donc c'est ce qu'on observe sur le schéma 31. C'est qu'au niveau du seuil, eh ben, on a un volume de CO2 qui augmente, on produit plus de CO2, et donc la ventilation, elle augmente aussi. On va ventiler beaucoup plus pour éjecter ce CO2. Voilà pourquoi vous pourrez entendre la notion de seuil anaérobie lactique, mais aussi de seuil ventilatoire. Seuil ventilatoire parce que la ventilation augmente aussi. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse pour information. On passe, allez, il reste quelques diapos. La 32, le métabolisme aérobie lactique, donc l'intensité est aussi maximale. D'accord? On donne la meilleure performance possible. Puissance très importante dès les premières secondes. D'accord? Et puis plus le temps va être important, plus la performance, plus la puissance va être plus faible. Donc voilà, donc on va travailler entre 5-6 secondes et jusqu'à 3 minutes maximum. Voilà. Au-delà de 5-6 secondes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et ben, la vitesse de course diminue parce que le système anaérobie lactique est épuisé. D'accord? Et seule la puissance du métabolisme anaérobie lactique est j'ai mis la puissance du métabolisme anaérobie lactique est plus faible que la puissance du métabolisme anaérobie lactique. Voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas apporter autant d'énergie. Voilà pourquoi la vitesse diminue, mais on en a parlé tout à l'heure. En conclusion, pour l'entraînement, la physiologie pour les exercices anaérobie lactique. D'accord? Eh bien, le temps d'exercice, on a dit il allait être entre 6-10 secondes ou 20 secondes jusqu'à 3 minutes. Donc ça va dépendre de votre sport aussi. D'accord? Le temps de récupération, donc, il est entre 5 et 25 fois le temps d'exercice. D'accord? Alors, 25 fois, c'est vraiment pour lorsqu'on fait du travail d'athlétisme, des 200 mètres, où là, on veut une récupération vraiment complète. Là, c'est vraiment, vraiment complète. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait un effort de 30 secondes, eh ben, on va laisser 12-13 minutes de récup, carrément, pour bien récupérer, pour être capable de refaire le même type d'effort. En sport collectif, on va laisser plus entre 5 et 10 fois le temps de récupération. Donc, comme en sprint, hein, on va commencer à 10 et puis on va diminuer petit à petit. D'accord? Et même chose, le nombre de répétitions, eh ben, il est lié à la chute de l'intensité. D'accord? Si on voit qu'on fait, par exemple, 30 secondes de travail et puis qu'ensuite, eh ben, on récupère, on va dire, dans l'exemple, par exemple, je donne 20 secondes de travail. Donc 5-6 répétitions de 20 secondes de travail avec des récup. Donc j'ai mis entre 1 minute 40 et 2 minutes. Donc si c'est 2 minutes, ça veut dire que j'ai laissé donc 5 fois 20 secondes, ça fait 1 minute 40. 5 fois 2, 10, ça fait 100 secondes, donc ça fait 1 minute 40. Et si je laisse 6 fois le temps de récup, 6 fois 20, ça fait 2 minutes. Ça fait 120, 6 fois 2, ça fait 12, ça fait 120 secondes, ça fait 2 minutes. Voilà. Donc 5-6 répétitions de 20 secondes avec des récupérations de 2 minutes à peu près. Voilà. Donc si je vois que mes premières répétitions, ça se passe bien, 2 minutes de récup. Deuxième répétition, ça se passe bien. Voilà. Si ma troisième répétition, par contre, je vois que l'intensité chute, voilà, au lieu de courir rapidement, le sportif, il court lentement, il est très épuisé, là, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut dans ce type de travail, c'est quand même une intensité importante. Donc voilà comment on peut gérer un petit peu son nombre de répétitions et son nombre de séries. Alors après, ce qui est important, c'est lorsque vous proposez des exercices, de connaître un peu les sensations. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire 30 secondes de travail en lactique, par exemple, comme le test, comment il s'appelle ce test-là? Je ne sais plus, mais en aller-retour, d'accord? Et par exemple, on fait 10 mètres, on revient à 0, on fait 20 mètres, on revient à 0, 30 mètres, ainsi de suite, sur 30 secondes. Ou on peut faire ça sur 5 mètres. 5, 0, 10, 0, 15, 0, ainsi de suite. Et on fait ça sur 30 secondes. Donc vous faites la meilleure performance en 30 secondes.
Vous récupérez 2 minutes 30, c'est-à-dire 5 fois 30 secondes, et vous recommencez. Et vous allez voir comment c'est très dur. Vous refaites vos 2 minutes 30 de récup, c'est-à-dire 5 fois le temps de travail, et vous faites votre troisième répétition. Et là, vous allez voir que vous allez exploser. Donc, lorsqu'on fait ça, on se rend compte, et lorsqu'on vous allez proposer des exercices, vous allez vous rendre compte, ça va vous éviter de faire des erreurs, de proposer des choses trop difficiles. Donc voilà, en gros, sur ce que j'avais à dire. Donc, vu qu'il n'y a pas de retour, c'est pas facile de savoir ce que vous avez pensé. Donc, j'espère que j'étais assez clair. Maintenant, on va passer aux questions. D'accord? Donc, je vais regarder ce qui a été dit. Alors, je regarde parce qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Alors, après un marathon. Alors, après un marathon, que prend l'athlète comme nutrition pour récupérer rapidement? Bon, alors, après un marathon, en général, il a plusieurs jours, voire plusieurs mois de récup pour refaire un marathon, s'il fait que du marathon. D'accord? Donc là, après un marathon, il va prendre bien sûr tout ce qui est essentiellement du glucose, comme un repas. Mais bon, après un marathon, on met plusieurs jours à récupérer. Donc là, c'est pas tellement important ce qu'il va prendre après, mais surtout, voilà, du glucose, un bon repas. Ce qui est important, c'est dans les compétitions dans lesquelles les matchs s'enchaînent, donc en général les sports collectifs, où là, effectivement un repas équilibré euh, euh, avec du glucose, c'est important pour refaire ces stocks de glucose. Alors en général, il y a des repas standardisés, d'accord? Si vous travaillez dans un club, eh ben, parfois c'est le médecin qui s'occupe de ça. Donc, soit vous allez voir sur Internet, soit sinon, rapprochez-vous de médecins qui peuvent vous donner des conseils. Mais sinon, vous allez trouver des repas. Maintenant, sur Internet, on peut trouver pas mal de choses. Mais ce qui est important, c'est que ce repas, de le prendre le plus tôt possible après la compétition, parce que c'est là où on va refaire plus rapidement les stocks. Donc, alors j'ai un problème. Mince, il ne marche plus. Si, alors, question suivante. C'est la zone mixte. Alors, Hicham, je ne sais pas de quelle zone mixte que tu me parles. La zone mixte. Alors, voilà pourquoi c'est bien d'être interactif pour savoir exactement ce que tu veux. Il n'y a pas de zone mixte. Il y a des efforts mixtes, des intensités mixtes. C'est-à-dire que si je fais un sprint, eh ben effectivement, je vais utiliser les 3 métabolismes. Si je fais une marche, je vais utiliser seulement l'aérobie. D'accord? Parce que je ne vais pas utiliser mon glucose. Pourquoi? Parce que je veux garder ces stocks si j'en ai besoin par la suite. Tu vois? Le corps est toujours économe. Mais par contre, si je vais courir exactement à VMA, eh ben là, c'est une vitesse à laquelle j'ai besoin de l'aérobie et de l'anaérobie. Donc, je vais utiliser les 2 métabolismes. D'accord? Donc, si plus tard, tu peux me préciser ce que tu entends par zone mixte, ça serait intéressant. Le métabolisme se diffère-t-il pour les deux sexes? Non. A priori, non. Les métabolismes sont les mêmes, le fonctionnement est le même. Après, les réserves peuvent être différents, effectivement. Donc, les capacités peuvent être différentes d'un sexe à l'autre. Alors, alors, quel est le niveau d'énergie que la personne qui fait du sport? Alors, je n'ai pas trop compris la question là, Ralil. Quelle est la demande en énergie que la personne demande en sport? Was through when performing the physical effort. La demande en énergie, donc tu demandes la demande en énergie suivant quand elle fait un effort. Alors, j'ai pas vraiment compris ta question, mais cette demande en énergie, donc j'essaie de comprendre ta question, de savoir comment on pourrait répondre. La demande en énergie, par rapport au sport, elle dépend vraiment du type de sport. D'accord? Est-ce que c'est un sport plutôt anaérobie, sur la durée, sur l'intensité? D'accord? Si c'est de la marche à pied, c'est une compétition de marche à pied. Donc tu vois que en très peu de temps, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on a besoin de beaucoup d'énergie sur le temps. Si tu fais un sport
comme du judo, bah là, tu fais appel aux différents métabolismes. Tu as besoin beaucoup d'énergie en très peu de temps, très lactique, parce que forcément, tu as besoin sur les 3, alors je ne sais pas combien dure un Rodori, mais sur 3, 4, 5 minutes, bah, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Donc voilà, il faut vraiment faire une analyse de l'activité pour savoir quel métabolisme tu dois développer chez ton sportif. Mais en général, il faut développer les 3 métabolismes, d'accord? Même si je fais du sprint, mettons, eh ben, j'ai besoin, à l'entraînement, je ne fais pas qu'un seul sprint, je vais en faire plusieurs. Donc, si j'ai mon métabolisme aérobie qui est très développé, je vais récupérer plus vite et donc je serai moins fatigué, donc je pourrai enchaîner les entraînements plus vite. Même si ces métabolismes ne servent pas forcément dans les compétitions, ils peuvent servir à l'entraînement parce que justement, on enchaîne les entraînements. Donc, même chose, Rally, si tu peux repréciser ta question, je n'ai pas bien capté. Temps de récupération, 10 à 20 fois le temps d'exercice. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour le sprint. D'accord? Pour le lactique, on sera entre 5 et 25 fois, mais plutôt dans les sports co entre 5 et 10 fois. Donc voilà, ouais, c'est 25 fois le temps d'exercice, mais ça, je te dis, c'est pour laisser une récupération vraiment complète. En sport collectif, on est plus aux alentours de 5. Enfin, même chose, la récupération, vous allez la tester. Vous allez tester à 10. Si ça ne va pas, si vous voyez que la performance chute énormément, bah, si elle chute un peu, c'est normal. Mais si elle chute énormément, bah, vous n'allez pas passer à 10, mais peut-être à 12 ou 15 fois le temps de récup. Alors, abdos, 25 séries. Non, c'est pas 25 séries, c'est 25 fois le temps de récupération. Le nombre de séries et le nombre de répétitions, tu vas le juger sur le terrain. Ou sinon, comment tu peux faire? Moi, j'ai par exemple des enfants qui ont 18 ans. Je ne sais pas quelle quantité ils font, par exemple, du rugby, etc. Et je fais un travail lactique, je ne sais pas quelle quantité je peux proposer dès le début. Eh bien, je vais aller voir, première chose, je vais aller voir mes amis qui font du rugby, qui ont la même catégorie, en disant, toi, tu fais du travail lactique, qu'est-ce que tu fais comme travail et quelle quantité? Ben, moi, je fais ça comme travail. Ok, je sais qu'eux, ils sont capables de faire. Donc, je vais essayer de le faire à ma population, à mes sportifs. Mais peut-être que mes sportifs, pour eux, ce sera trop facile ou trop dur. Donc, il y a moi aussi sur le terrain d'adapter. Voilà. Donc, je vais faire mes 8 répétitions. Si je vois que dans mes 8 répétitions, ils sont bien, eh ben, je peux faire une 9e, une 10e. Ils sont bien. OK. Eh ben, après, je sais qu'ils sont capables d'en faire 8 ou 10. Voilà. Voilà comment on va faire l'entraînement. Il faut savoir que l'entraînement, il n'y a pas de recette. Il faut sur le terrain voir les choses. C'est ça qui est important. Et c'est vous qui allez adapter sur le terrain. D'accord? Donc en répétition, on peut dire, voilà, moi je vais faire aujourd'hui, non, il y a une guêpe, excusez-moi. Je vais faire 10 répétitions. Et ben, je vais voir avec ces 10 répétitions si ça va. D'accord? Si ça ne va pas, et ben, je peux augmenter. Excusez-moi, il y a une guêpe là. Je vais me faire piquer. Donc sur ces 10 répétitions, oh là là, je me fais attaquer, c'est une guêpe tunisienne, c'est très dangereux ça. Toi. Allez hop, elle est partie. Donc sur ces même chose, le temps de récupération. Imaginons, je fais mon premier sprint, je laisse un temps de récupération. Deuxième sprint, un temps de récupération. Tout va bien. Et au 5e sprint, je vois que la performance diminue. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Soit j'arrête ma série, soit je dis je laisse plus de temps de récupération. Comme ça, ils vont revenir à leur même niveau. Donc, je peux avoir sur des répétitions mes 5 premiers sprints avec 1 minute de récup et puis mes 5 sprints d'après avec 1 minute 20. Ce n'est pas interdit. Si vous voulez garder la même performance, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à être fatigués, et ben ils sont fatigués avec la répétition de sprint, et ben je laisse plus de temps de récupération pour qu'ils puissent le faire. Ça, c'est une possibilité aussi. Test Luc Léger. Alors, test Luc Léger, alors je préfère pour évaluer la VMA. Alors non, tu parlais du test. Non, c'est pas un test pour évaluer la VMA, c'était un test lactique qui s'appelle ça y est, ça m'est revenu, la navette australienne. Donc le test Luc Léger, c'est un test en navette, mais pour évaluer la VMA, la vitesse maximale aérobie, c'est un test aérobie. Moi, le test que je vous parle, c'est un test, même chose en navette, mais c'est 0, 5 mètres, 0, 10 mètres, je reviens à 0, 15 mètres, 0, 20 mètres, 0, 25, 0, 30, jusqu'à 40 mètres. Mais là, c'est un test lactique, un test vraiment lactique. C'est sur 30 secondes,
on doit faire la plus grande distance possible sur 30 secondes, et puis on répète ça. Alors, sur le métabolisme aérobie, on verra ça à la prochaine formation, d'accord? Parce qu'on a encore 1 heure, moi 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et là, donc, on verra quel est le test le plus approprié pour évaluer la VMA, mais ce n'est pas le Luc Léger. Alors, quelles sont les limites physiologiques de développement de la capacité et de la puissance des filières énergétiques? Donc ça, c'est Hamid. Donc, les limites physiologiques. Alors, les limites, elles sont liées. Alors, pour le métabolisme phosphocréatine, elles sont liées à ta capacité à stocker les réserves. D'accord? Elles sont liées en général aux réserves. Si j'ai pas de phosphocréatine, si j'ai plus de phosphocréatine, eh ben, ça va être difficile de continuer. Même chose pour la capacité lactique. J'ai plus de glucose, bah forcément, je suis plus capable d'utiliser cette filière puisqu'on utilise des substrats énergétiques. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu ça la limite. Après, on sait que par l'entraînement, eh ben, on va augmenter la capacité du muscle ou de l'organisme à stocker ses réserves. Donc, on va être capable d'avoir plus de réserves. Voilà. On sait que, alors il y en a qui font de la supplémentation en créatine. Alors effectivement, on augmente un peu les réserves, mais c'est pas, mais ça il faut pas jouer avec ça parce que ça a d'autres conséquences sur l'organisme qui sont très néfastes. Donc, si vous avez une alimentation assez équilibrée et assez riche, parce que vous n'avez pas besoin de supplémentation. On va faire de la supplémentation, par exemple, dans les activités, par exemple, comme le bodybuilding. Voilà, effectivement, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire du muscle, beaucoup de protéines, etc. Donc là, on peut supplémenter. Toujours avec un suivi médical, c'est le mieux. Mais sinon, en général, on ne supplémente pas. Donc, les limites physiologiques, ça va être les limites de ta capacité de ton corps à stocker les réserves. Et puis, ça va être aussi, surtout, les limites comment dire, à ta capacité d'entraînement, quoi. Plus tu vas t'entraînement, plus tu seras capable de développer ces métabolismes. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Hichem, tu nous as parlé que sur la puissance de la filière. Tu nous as parlé que sur la puissance de la filière et la capacité. Alors, si, je pense que j'ai parlé de la puissance, j'ai parlé de la capacité. Donc ta capacité, elle est liée à tes réserves, d'accord? Ta capacité de métabolisme anaérobie à lactique, elle est liée à tes réserves de phosphocréatine et ta capacité anaérobie lactique, elle est liée à ton substrat énergétique, c'est-à-dire à ton glucose et tes réserves de glucose, de glycogène. Voilà pourquoi, lorsque dans l'effort, on utilise nos stocks et on les épuise, c'est pour ça que dans la compétition, certains se réalimentent justement pour les refaire au fur et à mesure. Je continue. Est-ce que, alors ça c'est Hichem encore, est-ce qu'à 5 ou 6 secondes, on déplète complètement vos phosphocréatine? Voilà, tu l'as vu sur le graphique, à 5-6 secondes, alors ça c'est des valeurs moyennes, certains ça peut être 5, certains ça peut être 7, certains ça peut être 4, vous voyez, mais c'est un ordre d'idée qu'il faut comprendre, c'est que voilà, à partir de 5-6 secondes, voilà, on a déplété complètement nos phosphocréatines et donc on ne peut plus, le métabolisme anaérobie lactique ne peut plus apporter assez d'énergie ou ne peut plus apporter beaucoup d'énergie. Après le match de basket, combien de temps de récupérer rapidement? Alors, après le match de basket, combien de temps pour récupérer rapidement son énergie? Alors, son énergie, c'est-à-dire quoi? À partir de combien de temps tu es capable de refaire un match? À partir de combien de temps tu as refait tes stocks? Donc, pour refaire les stocks, effectivement, de glucose, il faut compter, si on a si on a déplété complètement les stocks et si on a une alimentation équilibrée après l'effort, il faut compter à peu près 48 heures. 48 heures pour refaire ces stocks de glycogène. Voilà pourquoi on évite de faire des efforts si c'est trop important, trop intense, les jours qui suivent, parce qu'il faut un certain temps de récupération. Mais après le match, combien de temps pour récupérer rapidement? Alors, une énergie, alors j'arrive pas à lire parce que c'est en arabe, mais je ne sais pas ce que tu entends par ta question, donc si tu peux la remettre en fin pour préciser, merci. Donc voilà, Abdelatif, c'est ce qu'il a dit, la navette australienne. Donc Hamid, merci, avec plaisir.
Donc là, il y a plus de questions. Si vous avez encore des questions, eh ben, allez-y. Sinon, vous avez mon Facebook, Richard Hubert, mon email, je vais le mettre, Richard Hubert@hotmail.fr. Donc Richard Hubert@hotmail.fr. Donc j'espère que voilà, tout le monde va pouvoir le voir. Ainsi, où se trouve la phosphocréatine dans le corps? Alors dans le corps, en général, Hichem, elle est stockée au niveau où on l'utilise, au niveau des muscles. Voilà. Super. Donc là, vous avez mon adresse email, vous avez mon Facebook, d'accord? Donc n'hésitez pas à revenir pour poser des questions. Avec plaisir, je vous réponds. D'accord? Alors, Hamid, je retiens alors que pour travailler avec un sportif, on doit mettre l'accent sur la filière énergétique qui domine. Alors, si oui, non, oui, non. Effectivement, pour ton sport, si je fais du marathon, effectivement, je vais développer plus mon métabolisme aérobie que l'anaérobie, parce que c'est celui que je vais utiliser le plus. Alors, effectivement. Par contre, c'est pas parce que, tu vois, même lors du marathon, si j'arrive au côte à côte à la fin, au 42e kilomètre avec mon adversaire, c'est le métabolisme anaérobie qui peut faire la différence et qui va faire la différence. Donc, si je ne l'ai pas travaillé, je vais perdre, d'accord? Et justement, on voit les marathoniens maintenant qui travaillent aussi beaucoup ces aspects de sprint, ces aspects de vitesse, justement parce que ça se joue maintenant beaucoup sur le sprint final parfois. Donc sur le métabolisme anaérobie lactique et alactique. Voilà. Donc, et puis, en général, dans tous les sports, on va utiliser tous les métabolismes. Si tu es en football, tu fais des accélérations, tu marches, tu vas utiliser tous les métabolismes. Sport collectif, tu utilises tous les métabolismes, sauf vraiment des sports très très intenses comme les lancers, où effectivement, effectivement, tu es essentiellement sur les métabolismes anaérobie, lactique et alactique, d'accord? Par contre, tu vas quand même développer ton métabolisme aérobie. Pourquoi? Parce que à l'entraînement, tu ne fais pas qu'un lancer, ou même en compétition, tu ne fais pas qu'un lancer. Donc, si tu as un métabolisme aérobie assez développé, tu vas mieux récupérer. Et dans les entraînements, tu vas être capable de lancer plus facilement. Et puis, voilà. Et puis, tu seras moins fatigué. Donc, avec un sportif, effectivement, tu mets l'accent forcément sur ce qui domine, c'est ce qui est important dans ton sport, mais il ne faut pas oublier les autres. Alors, je vais dire. Alors, la question du monsieur ou de l'âme en arabe, j'arrive pas à lire parce que je ne lis pas l'arabe. Après le match de foot, combien de temps pour récupérer pour les garçons? Alors, il faut à peu près un match de foot, il faut à peu près 2-3 jours. Voilà pourquoi dans les séances qui vont durer après le match, tu vas faire une petite séance de récup, tu peux appeler séance de décrassage, bon c'est pas un décrassage, mais tu vas faire une petite séance de récup, où là tu vas faire un peu de travail technique, un peu de travail tactique, un peu de travail, je sais pas, de coordination, mais une séance qui ne va pas te demander beaucoup d'énergie. La séance d'après, en général, c'est la séance de repos, d'accord? Où voilà, donc tu vas avoir 15 jours pour récupérer. Et tu commences à refaire le travail, le troisième jour. C'est comme si tu joues, par exemple, si tu joues le samedi et le mercredi, le dimanche et lundi, ça va être la récup. Le mardi, tu vas travailler un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que tu as le match du mercredi. Tu vois? Donc, en fait, si tu as 2 matchs rapprochés, les séances qui sont entre les matchs, c'est soit retravailler un peu la tactique ou des choses tactiques qui n'ont pas été, travailler un petit peu de technique, mais surtout la récupération. Donc, tu fais en séance des petites séances qui ne sont pas trop fatigantes, d'accord? Et puis, il y a un travail d'équilibre derrière qui vont travailler tout ce qui est récupération. Merci, donc ça va. Exemple rugby. Merci, merci, ok. Est-ce qu'on peut produire notre… Alors, Youssef, est-ce qu'on peut produire notre énergie seulement que par le glucose ou bien tous les macronutriments? Si c'est oui, comment le corps gère ses ressources? Alors, qu'est-ce que tu appelles tous les macronutriments? Le métabolisme anaérobie alactique, lui, il utilise la phosphocréatine. Le métabolisme anaérobie lactique, lui, il utilise comme substrat énergétique le glucose. Donc,
soit le glucose, tu l'apportes, soit le glucose, tu le sors des réserves ou des réactions pour former le glucose, mais il faut du glucose. L'aérobie, lui, peut utiliser plusieurs sources de métabolisme. Il peut utiliser le glucose, mais il utilise aussi les lipides, c'est-à-dire que les lipides, eux, ne rentrent pas dans la glycolyse. Ils vont, par des chemins inverses, rentrer dans le cycle de Krebs. Ils vont être transformés pour rentrer dans le cycle de Krebs et puis faire de l'ATP ensuite dans la chaîne respiratoire. Mais voilà, la glycolyse, c'est le glucose, ce qu'on appelle le métabolisme anaérobie lactique, et la lactique, c'est voilà. Donc, il va utiliser le glucose. L'aérobie, si on a besoin de beaucoup d'énergie, ben, on va utiliser même les protéines, parfois musculaires, d'accord, pour faire de l'énergie, d'accord. Donc, le métabolisme aérobie, lui, il peut avoir comment ça s'appelle, des sources, des substrats énergétiques un peu différents. Mais la lactique, c'est seulement la phosphocréatine, et le lactique, c'est seulement le glucose. Comment le corps gère les ressources? Eh bien, le corps, lui, l'objectif, c'est d'utiliser le moins possible ses réserves. Donc, si je fais une marche, d'accord, je pourrais utiliser le métabolisme lactique pour amener l'énergie. Mais non, il va garder ses réserves. Si j'en ai besoin, il va utiliser, voilà, d'abord ses sources de glucose et de lipides. C'est pour ça que si on fait une marche sur plusieurs heures, eh ben, qu'est-ce qu'il va utiliser le corps? Il ne va pas utiliser le glucose, parce que le glucose, on n'en a pas en grande quantité. Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup, nous? Des lipides, hein? On est tous un peu gros, d'accord? Bon, pas tout le monde, mais on a tous beaucoup de lipides, et donc c'est une source d'énergie qui est très importante. Donc le corps, il va utiliser pour faire cette marche de plusieurs heures ces lipides qui rentrent dans le métabolisme aérobie et donc qui sont capables de produire de l'énergie, pas très très rapidement, mais sur une grande durée. Donc on va utiliser les lipides. Voilà pourquoi, si vous faites des efforts moins intenses, eh bien, on va utiliser les lipides. Et plus vous allez faire des efforts intenses, plus là, il faut faire appel au métabolisme anaérobie. Donc là, forcément, il va utiliser le glucose. J'espère que j'ai répondu à ta question, Youssef. Alors, merci. Grimper de corde, c'est anaérobie lactique. Alors, qu'est-ce qui va vous dire si c'est alactique ou lactique? C'est l'intensité d'exercice. Le grimper de corde, d'accord? Alors, ces deux choses, ça peut être rapide, mais on utilise la force. Si vous utilisez beaucoup de force, eh ben, forcément, il faut beaucoup d'énergie, donc il faut la lactique. Si vous n'utilisez pas beaucoup de force, c'est-à-dire que voilà, je fais des biceps avec mon nounours, eh ben, c'est pas très lourd, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie, donc je vais utiliser plutôt les autres métabolismes. C'est l'intensité d'exercice qui va vous donner si c'est lactique. Donc, si ton grimpé de corde, tu le fais le plus rapidement possible, avec la plus grande force possible, etc., et bien là, effectivement, tu vas être sur la lactique. Si tu fais alors, le grimpé de corde, c'est quand même, ça demande quand même beaucoup d'énergie, parce que ça demande quand même beaucoup de force. Donc, effectivement, tu vas être sur la lactique. Merci. Alors, il y a encore des commentaires. Je suis. Les macronutriments sans glucose. Ouais. Donc, c'est ce que je te disais. C'est la transformation donc de ce que tu ingères, de ce que tu manges, d'accord, en glucose, protéines et lipides. Donc voilà. Donc plus ça va être un effort moins intense, plus tu vas utiliser les lipides et plus ça va être. J'aurais pu vous faire voir. Malheureusement, avec, je peux pas vous faire voir, sinon je pourrais partager des documents avec Zoom. Et là, j'aurais pu te faire voir une courbe. C'est que avec l'intensité d'exercice, d'accord, quand l'intensité augmente, eh ben, les lipides, eux, au départ, quand c'est très faible, eh ben, on l'utilise beaucoup. Et plus c'est intense, plus les lipides, moins on les utilise. Alors que les glucides, quand c'est peu intense, on ne l'utilise pas, mais plus l'intensité augmente, eh ben, plus on les utilise. Voilà. Donc c'est une courbe, c'est deux courbes qui se chevauchent. Plus c'est intense, plus on utilise le glucose et moins les lipides. Mais les lipides, voilà. Donc voilà, je suis arrivé au bout des questions. Voilà. Donc ça fait 1h20. Donc moi aussi, je fais le ramadan. Donc la tête commence un petit peu à tourner, à force de parler tout seul, là. Donc ouais, je ne vous ai pas souhaité un bon ramadan à tous, en fait. Hein. D'accord. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas, Abdel, la nature de récupération. Alors, la nature des récupérations entre les séries, pour Hicham. Alors, il y a plusieurs natures. Soit il peut y avoir des récupérations passives, c'est-à-dire je fais rien.
des récupérations semi-actives, c'est-à-dire que je vais juste marcher, je vais marcher ou faire un peu de jonglage, ou voilà, mais une petite activité, ou des récupérations actives, plutôt, effectivement, là, ça va être plus du jonglage, ou trottiner, une petite course à vitesse lente. Donc, passive, semi-active, ou, donc je dis passive, semi-active ou active, petite course. Alors, comment on va choisir ces récupérations? Mes sportifs reviennent, d'accord? Leur niveau est faible. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, donc, par exemple, je vais prendre 10 répétitions de 20 mètres, d'accord? 2 séries de 10 répétitions de 20 mètres, on va dire, exemple. Et bien, entre mes répétitions, donc, je vais faire, je vais commencer à 20 fois le temps d'effort. Et entre mes répétitions, entre mes séries, je vais faire 3 minutes. Donc, dans mes récupérations, je fais, par exemple, je ne sais plus, j'ai dit 20 fois le temps d'effort, d'accord, parce que je leur laisse un temps de récupération important parce qu'ils reviennent, d'accord, ils ne sont pas entraînés. Et ben, je vais faire plutôt une récupération passive, d'accord, les laisser tranquilles. Et puis, au fur et à mesure des entraînements, d'accord, ils vont s'améliorer. Peut-être que je vais diminuer le temps de récupération et je vais passer aux récupérations semi-actives sous forme de marche. D'accord? Ça, c'est possible. Et puis, en général, on ne fait pas trop de récupération active en sprint lorsqu'on fait du travail à lactique parce que justement, on va profiter de l'aérobie pour refaire les stocks de phosphocréatine. Donc en général, en sprint, on ne fait pas trop de récupération active, on fait du passif ou de semi-active. Par exemple, j'ai sprinté, je reviens en marchant. Par contre, en lactate, on peut faire un petit peu du semi-actif ou de l'actif. Alors l'objectif, c'est de solliciter la circulation sanguine de façon à faire diffuser le lactate. Parce que si je sprint, si je fais une course intense et que le lactate reste que dans mes muscles, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire ce test, parce que vous allez voir que dans le test de diabète australien, vous allez voir que vos muscles quadriceps, ils vont être très très lourds. Vous allez sentir une sensation de lourdeur. Si vous marchez ou si vous trottinez, ça va faire circuler le sang dans vos muscles et donc ça va diffuser le lactate un peu dans tout le corps et donc vos muscles seront un peu mieux. Alors vous allez voir que si vous faites 30 secondes, récup 2 minutes, durant ces 2 minutes 30, courir, au départ, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on demande de marcher et puis si on peut, on va courir. Mais voilà, le principe d'entraînement, ça va être, si tu as tes 2 blocs de 8 répétitions de sprint, soit au fur et à mesure que tes sportifs s'améliorent, soit tu diminues les récup, d'accord? Soit pour monter la difficulté, tu peux passer des récupérations passives à semi-actives, d'accord? Et puis tu vas jouer aussi sur les temps de course. Moi, par exemple, lorsque j'ai une équipe de foot, par exemple, que je reprends l'entraînement, je peux faire des accélérations dès le premier jour. Mais ce n'est pas des accélérations à vitesse max. C'est, par exemple, je vais prendre 30 mètres et je vais leur dire, voilà, vous accélérez progressivement pour arriver à la fin des 30 mètres à peu près 80% de votre vitesse max. Donc, on est loin de la vitesse max, mais voilà, on commence à accélérer. Et puis, donc, vous faites 30 mètres, vous revenez en marchant et vous refaites 30 mètres comme ça, vous le faites 10 fois. D'accord? Aux sensations. D'accord? Et pourquoi je fais ça? C'est pour commencer à préparer les muscles, les tendons à la vitesse, aux accélérations. Voilà, donc je fais un travail qui va préparer le futur travail de vitesse qu'on va faire. Mais vous savez très bien que lorsqu'on fait, même à la première séance, deuxième séance, on fait toujours des petits jeux. Et dans les petits jeux, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent quand même. Donc, on peut faire un petit peu ce petit travail d'accélération léger. On ne va pas le faire beaucoup, mais on va commencer à préparer. Donc, je pense que voilà. Alors, il y avait des questions. Alors, en conclusion, il y a des fausses représentations sur le lactate. Alors, je ne sais pas quelle représentation vous avez, mais effectivement, le lactate, plus on est capable de produire du lactate, ça veut dire que plus on sera performant. Donc, plus on produit du lactate, mieux on est. D'accord? Et puis, le lactate, effectivement, c'est un substrat énergétique et on s'en sert pour refaire des réserves. Donc, alors, effectivement, après,
Parce qu'au départ, on forme du lactate pour que la glycolyse, pour que l'anaérobie lactique continue. Effectivement, à la fin, quand on a trop de lactate, effectivement, ça va nuire à nos sensations. Donc, on va se sentir moins bien. Effectivement, c'est ce qui va produire à un moment donné l'arrêt d'exercice. Parce que vous allez avoir les jambes lourdes et puis un ensemble de phénomènes qui fait qu'au final, effectivement, ça va faire arrêter. Ça va être une des causes pour l'arrêt d'exercice, mais avant tout, c'est ce qui permet de faire continuer l'exercice intensément plus longtemps. À retenir pour les entraîneurs d'apnée, ne donne pas des crampes ou courbatures. Non, bien sûr, ça, mais testez-le sur le terrain. Faites un exercice, vous allez faire les 30 secondes là, et vous allez voir que vous n'aurez pas des crampes. Si vous avez des courbatures, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de travail. Alors refaites-le dans les jours qui suivent, vous verrez que vous n'aurez pas de courbatures. Merci Richard, je pense que tu as dépassé 1h30. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est d'échanger. Le principal, c'est que vous ayez bien compris, voilà, un peu les notions. Donc, revoyez un peu le document que vous avez maintenant. Comprenez bien. Si vous avez besoin de réexplication, eh ben, vous me sollicitez par Messenger ou par mail. Et puis, avec plaisir, je vous réponds. Voilà. Voilà. C'est bon, Abdel? Ok. Donc, eh ben, bonne continuation à tous. Hein. Ce qui est important, c'est sur les formations, c'est vraiment d'aller voir, si je suis entraîneur, d'aller voir ce qui se fait partout, d'accord, dans le domaine de l'entraînement. C'est pas parce que je suis un entraîneur de foot que je dois pas aller voir ce qui se passe dans le rugby, etc. D'accord, je peux choper des idées partout, et c'est ça qui est important. C'est la formation, d'avoir une formation la plus complète possible pour après sur le terrain être le plus efficace possible. Donc voilà, maîtriser les métabolismes énergétiques, et ben ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on fait sur le terrain, savoir si je fais du 2 minutes avec mes sportifs sur un terrain de 10 mètres sur 10 mètres ou sur 100 mètres, et ben effectivement, je ne vais pas solliciter les mêmes métabolismes. Donc c'est important pour après, voilà, savoir ce que vous faites. C'est voilà. Donc je pense que c'était assez clair. Donc je vois des petits sigles, des petits cœurs, merci pour tout. Donc eh ben attendez, il y a eu des nouveaux. Merci beaucoup. Bon, ok. Donc on se recontacte avec Abdel pour fixer la deuxième séance sur le métabolisme aérobie qui lui est assez compliqué. Mais voilà, on se donnera le temps aussi de bien expliquer les choses. Et voilà. Donc c'est à moi d'arrêter la vidéo. Et donc Shataïba à tout le monde. Hein, mangez bien. Bon appétit à tous. Et puis à bientôt. Allez, bye bye, salut.